opinion séparée, où il dit, et je cite, « La question de la norme et de l'importance de la définir avec clarté ne se pose que lorsqu'il existe dans le dossier des éléments qui, s'ils étaient appréciés à leur valeur maximale, the interpreters want you to slow down when you're quoting. Oui, Monsieur le Président, pardon. S'ils étaient appréciés à leur valeur maximale, pourraient étayer une déclaration de culpabilité. Nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été dans ce cas de figure. Si c'était le cas, il aurait été nécessaire de poursuivre les débats avec la présentation des moyens de la défense. Pour le dire les choses simplement, il n'existe pas d'éléments de preuve au vu desquels, en fonction de la norme appliquée, la conclusion de la majorité quant à la nécessité ou non d'entendre les moyens de la défense aurait été modifiée. Autrement dit, ce n'est pas que les éléments de preuve à charge n'étayeraient pas la thèse, n'étayeraient la thèse, pardon, de l'accusation que s'ils étaient appréciés à leur valeur maximale, auquel cas il aurait été en effet nécessaire de débattre de la norme, c'est qu'en réalité, les éléments de preuve du procureur, qu'ils soient pris individuellement ou dans leur ensemble, n'étayent aucune des charges portées contre les accusés. Le juge président, je pense... Oui, merci. Vous nous dites, vous nous avez donné le paragraphe où le juge Tarfusser analyse précisément cette question. Je vous en remercie. Et nous allons maintenant donner la parole à Maître Knops. Brièvement, Maître, je vous prie. Maître Knops, bonjour, Monsieur le Président. Je souhaiterais apporter quelques corrections aux observations de l'accusation. Premièrement, le juge Anderson lui-même n'a jamais dit qu'il avait appliqué le critère Rutosang. Bien au contraire, il a lui-même dit qu'il ne pouvait pas appliquer le critère Rutosang, paragraphe 3 de son opinion, parce que du fait des caractéristiques particulières de l'affaire. Et il donne 3 exemples. Et que, de ce fait, la majorité n'a pas appliqué la norme classique du common law qui avait été adoptée par la Chambre dans l'affaire Rutosang. Donc, il n'y a jamais eu de désaccord au sein de la majorité pour ce qui est de la norme applicable. Deuxièmement, si vous prenez en considération le compte-rendu d'audience de l'audience du 16 janvier 2019, lignes 11 à 15 du compte-rendu d'audience en anglais à la page 4, vous verrez que le juge Tarfusser dit de façon explicite que la juge qui n'est pas d'accord a tort lorsqu'elle dit que la majorité a acquitté M. Bligoudé et M. Gbagbo en appliquant la norme au-delà de tout doute raisonnable. Et vous voyez, Monsieur le Président, à quel point il est dangereux d'essayer d'interpréter l'esprit des juges, même lorsqu'il s'agit d'un juge qui a une opinion dissidente. Deuxièmement, M. Tarfusser, dans son opinion, au paragraphe 68, dit de façon très très claire, indépendamment ou quelle que soit plutôt la norme que la majorité a appliquée, aurait appliquée, cela n'aurait fait aucune différence. Il n'y a pas d'élément de preuve qui aurait permis à la majorité de décider que l'issue aurait été différente. Citation du paragraphe 68 de l'opinion du juge Tarfusser. En conséquence, les juges étaient tout à fait d'accord pour ce qui était du critère applicable pour
la procédure insuffisance des moyens de charge. Et puis au paragraphe 1er de l'opinion du juge Tarfusser, vous trouvez une fois de plus l'accent qu'il met sur le fait que les juges étaient tout à fait d'accord relativement aux constatations factuelles et aux conclusions juridiques du juge Anderson. Et de ce fait, il n'y a aucun doute au sujet de la norme qui a été appliquée par ces juges. Et il en va de même au paragraphe 1 de votre opinion. Dans l'affaire Outosang, vous dites que vous avez adopté le point de vue du juge Framer. Merci. Le président, je vous remercie. Et donc, suite à ces questions, bon, l'accusation a pris la parole. Je vais inviter l'accusation à reprendre la parole et je redonnerai la parole au Conseil lorsque ils présenteront leurs remarques finales. Alors, j'aimerais poser une question à l'accusation. Alors, au sein de la CPI, est-ce que l'on peut dire qu'il est problématique d'appliquer la norme de preuve classique pour ce qui est d'une procédure pour insuffisance de moyens à charge? Et je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Vous nous dites, et je m'adresse à l'accusation, que cette procédure devrait prendre en considération les circonstances judiciaires de la CPI, où il y a des juges professionnels, alors bien sûr, alors c'est une façon de reconnaître que cette procédure pour insuffisance de moyens à charge, lorsque vous avez une juridiction nationale avec jury, avec présence de jurés, voilà, ça pose des complications lorsque vous avez des jurés. Et je pense, par exemple, à la norme de la preuve qui serait appliquée. Je vais vous expliquer ce que j'entends, en fait. Alors, là, si vous avez des jurés, et si les membres du jury, les différents jurés, comprendre qu'il y a eu des arguments qui vont être présentés pour insuffisance de moyens à charge à la fin de la présentation des moyens à charge, justement, et que le juge rejette la dite requête, les motifs qui sous-tendent le rejet, c'est parce que, comme les jurés le comprendront, le juge dit l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, et donc que point n'est besoin de rejeter, d'accepter la requête. Mais il y a quand même l'effet préjudicial. Par exemple, si l'affaire continue et si la défense commence à présenter ses moyens à décharge, alors que le juge pense que la thèse de l'accusation n'a pas été prouvée. Donc, vous voyez la confusion. Mais cette confusion, vous ne l'avez pas lorsque vous avez des juges professionnels, parce que les juges professionnels auraient peut-être pensé ce qui suit. Vous avez le Conseil de la défense qui présente donc cette requête pour procédure d'insuffisance de moyens à charge, et les juges peuvent dire nous rejetons la requête parce que jusqu'à présent le procureur a présenté ces éléments de preuve pendant sa présentation des moyens à charge. Donc si nous interrompons le procès maintenant, votre client pourrait être condamné, mais le fait est que nous n'interrompons pas le procès. Nous allons quand même
demander à la défense de présenter ces éléments à décharge et à la fin de la présentation des moyens à décharge, nous évaluerons la situation et nous verrons ce qu'il en est du doute raisonnable. Voilà où se trouve la distinction, parce que les juges professionnels peuvent le faire, cela, alors que vous ne pouvez pas vous fier à ce que des jurés comprennent la situation comme des juges professionnels. Est-ce que vous voyez ce que je souhaite vous dire? We are at the court. The no case to answer proceedings must be seen. Madame Narayanan, oui, effectivement. Nous avons ici des juristes professionnels. En common law, vous avez généralement un jury. Mais lorsque nous disons que le contexte de la CPI particulier doit être pris en considération, nous prenons en compte également tout le spectre de cette procédure en insuffisance de moyens à charge dans notre texte. Il y a une question séparée, Monsieur le Président, en ce qui concerne un juge professionnel. Qu'est-ce qu'un juge professionnel fait lorsqu'il estime que la norme du doute au-delà de tout doute raisonnable a été engagée? Pour nous, ça n'est pas la bonne norme à appliquer à mi-parcours d'un procès, parce qu'il n'est pas question de culpabilité. À la CPI, le juge ne doit pas s'interroger sur la question de la culpabilité à ce stade. Il faut voir si une chambre raisonnable, et à ce moment-là, ce serait ces juges-là même, pourraient condamner à la fin du procès. Mais ça n'est pas au juge qui tranche l'insuffisance de moyens à charge de décider de la culpabilité ou pas. Alors, vous posez une question sur la question suivante. Est-ce que l'accusation aurait pu prouver à ce moment-là la culpabilité ou non? C'est peut-être une question à adresser à un juge professionnel. Mais le fardeau de la preuve qui incombe à l'accusation, qui doit montrer la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, cela engage la question de la culpabilité et ça, c'est au stade ultime. En fait, ce sont deux voies parallèles, si vous voulez. L'accusation a l'obligation de s'acquitter du fardeau de la preuve et l'aurait fait, et on s'attendrait en tout cas à ce qu'elle le fasse à la fin du procès. Mais pour ce qui est de l'insuffisance de moyens à charge, une question posée aux juges professionnels, c'est différent. On s'appuie sur l'éventail de preuves disponibles, voir si on aurait pu le condamner et non pas si l'on va le condamner. Est-ce que le procès peut se poursuivre ou non? Et ceci, même si l'on prend en considération les différences qui existent entre les juges professionnels ici à la CPI et un jury. Il y a malgré tout cette différence qualitative de l'évaluation qui est faite, d'une part à mi-parcours, d'autre part à la fin du procès. Le président, et vous dites qu'on aurait pu condamner, oui. Prenons par exemple le Kosovo. Le règlement de procédure du tribunal spécial pour le Kosovo. La règle 130, paragraphe 3, je ne sais pas si vous avez vu cela, qui dit, et le juge va citer, après avoir entendu les parties, et si c'est applicable, le Conseil des victimes, la Chambre peut, par décision orale, s'il n'y a pas d'éléments de preuve susceptibles d'étayer une conviction au-delà ou une condamnation au-delà de tout doute raisonnable, s'agissant de la charge particulière en question, donc peut rejeter la requête. Donc, on pourrait condamner à ce stade.
Et dans l'affaire Yellowsitch, vous la connaissez, je vois, vous souriez, je vois que vous connaissez cela, paragraphes 35 et 36 de l'affaire Yellowsitch. Il y a exactement le même concept. Pourrait raisonnablement condamner. Lorsque vous posez cette question, vous vous demandez sur quelle base est-ce qu'une cour pourrait raisonnablement condamner à n'importe quel stade? Et dans Yellowsitch, on dit cela doit se faire sur la base d'au-delà de tout doute raisonnable. Est-ce que cela fait une différence pour nous? Madame Priyaran. Oui, effectivement, les références que vous citez nous orientent, mais il y a deux choses malgré tout. Premièrement, vous l'avez déjà cité, Monsieur le Président, l'importation de cette expression au-delà de tout doute raisonnable à mi-parcours. Et deuxièmement, on ne parle pas de réexamen prima facie et ça ne serait pas utile pour la norme au-delà de tout doute raisonnable. Et puis, la décision numéro 5 permet d'éviter toute confusion quant à ce que l'on ferait en matière de la norme au-delà de tout doute raisonnable. Vous ne devez pas l'appliquer et si vous ne devez pas l'appliquer, ça ne doit pas figurer dans la norme. Le Président, une dernière remarque et puis je laisserai cela de côté. Vous prenez l'article 66 de notre statut, paragraphe 3, qui dit « Pour condamner l'accusé, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour, conformément au droit applicable. » Donc, est-ce que ça n'est pas le critère pour déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour qu'une chambre puisse raisonnablement condamner? Est-ce qu'on peut le faire sans tenir compte de l'article 6, paragraphe 3? Donc, paragraphe 3 qui dit « Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. » Réponse. Il faut s'arrêter sur le mot « convaincu » à l'article 66.3. Ce niveau de conviction n'est pas nécessaire au niveau de la suffisance de moyens à preuve. Vous pourriez prévoir, vous pourriez condamner. Pensez à une analogie. Vous pourriez prévoir que la semaine prochaine, il va pleuvoir, par exemple, peut-être. Mais vous ne devez pas emmener votre parapluie dès aujourd'hui. Donc, vous avez un certain degré, vous avez une espèce d'équilibre des probabilités au stade de l'insuffisance de moyens à charge. Mais vous ne pouvez pas le garantir. Le Président, oui, effectivement, vous pouvez prévoir des averses, mais vous ne savez pas si elles vont avoir lieu effectivement ou pas. Madame Priyayanam, donc à ce stade, je pense que, pour reprendre mon analogie, un parapluie ne serait pas nécessaire. When I was sitting as a judge in the UK in jury trials, le juge Morrison, au Royaume-Uni, lorsque j'ai été juge avec présence de jurés, à mi-parcours, très souvent, il y a eu une procédure, des requêtes pour insuffisance de moyens à charge, à la fin de la présentation des moyens à charge. Et voilà quelle était la procédure. Le Conseil se lève et dit qu'il a une requête à présenter. Il ne dit pas de ce dont il s'agit parce que les jurés sont encore dans le prétoire. Ensuite, on demande aux membres du jury de se retirer. Vous entendez la requête qui est présentée par le Conseil. Et en règle générale, il s'agit d'une procédure très, très rapide. Vous avez le Conseil de la défense qui présente la requête. Vous avez l'accusation qui, en général, refuse, à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire tout à fait perdue d'avance.
Mais cela se passe très, très, très rarement. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est de savoir si le procureur a établi son affaire prima facie compte tenu des charges et des chefs d'accusation. Ce n'est pas une décision relative à la culpabilité. Vous autorisez le procès à être poursuivi. Il n'y a pas de pression exercée sur la défense pour qu'elle présente des éléments à décharge. C'est la défense qui décide de le faire ou de ne pas le faire. Et très souvent, la défense décide de ne pas présenter de moyens à décharge. Et en général, donc, l'affaire est entendue, on présente un résumé aux membres du jury avec l'avertissement suivant lequel ce n'est pas parce que la défense n'a pas présenté d'éléments de preuve qu'il n'y a pas de culpabilité, mais c'est toujours à l'accusation qu'il revient de prouver son affaire et là, vous avez la base au-delà du tout doute raisonnable qui est pris en considération. Et très souvent, les juges, la chambre d'appel demande à ce que l'on ne se perde pas dans des considérations au-delà du tout raisonnable, mais on demande en fait aux jurés d'être absolument sûr et certain que l'accusé était coupable. On leur donne des exemples dans leur quotidien lorsqu'on décide si l'on sait ou ne sait pas que quelqu'un est coupable. Donc, cela se passe et cela s'est passé d'ailleurs dans un certain nombre d'affaires. Alors, dans le domaine international, bien sûr, d'abord, il n'y a pas présence de jurés, évidemment. Deuxièmement, ce n'est pas une procédure commune. Il y a beaucoup moins de procès dans un contexte international que dans les tribunaux nationaux. Donc, nous devons nous adapter et en fonction de la situation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'erroné à utiliser le critère prima facie et à dire tout simplement à mi-parcours, à la fin de la présentation des moyens à charge? Parce qu'on dit à mi-parcours, je n'aime pas tellement ce terme, parce que lorsqu'on parle de mi-temps, par exemple, pour un match de football, il y a quand même la deuxième, après un arrêt, il y a la deuxième mi-temps. Mais bon, le fait est que, est-ce que l'on peut déterminer s'il y a eu des éléments de preuve prima facie qui ont été présentés par l'accusation, auquel cas l'affaire continue à être entendue, et prima facie, eh bien, cela signifie des éléments de preuve qui ont été présentés qui permettraient à un juge du fait raisonnable de déclarer l'accusé coupable. Enfin, il me semble quand même que c'est quelque chose d'assez simple. Cette approche que je viens de préconiser ou de vous expliquer, elle me semble assez simple quand même. Le président, j'aimerais inviter l'accusation. Non, je ne vais pas inviter l'accusation à répondre à cela, mais je vais peut-être donner la parole plutôt maintenant au Conseil de la défense. Donc, je vais commencer par Maître Jacob. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le juge Morrison, pour votre question. Il nous semble qu'en pratique, c'est ce qu'ont fait les juges de la majorité dans notre affaire, en substance, sur un cas beaucoup plus complexe et de manière assez détaillée, mais ils ont expliqué clairement qu'ils prenaient la preuve du procureur à son plus haut, qu'ils partaient du principe que la preuve était admissible, donc donnant le bénéfice du doute au procureur sur l'authenticité, la crédibilité de sa preuve dans la plupart des cas. Et on peut très bien conclure, à la lecture des motifs de la majorité, qu'ils ont estimé que prima facie, il n'y avait pas de cas qui permettrait de poursuivre le procès. Donc, il ne nous semble pas incompatible. Le test prima facie nous semble tout à fait en conformité avec ce qu'ont fait les juges. Encore une fois, ils ont appliqué un standard bas et estimé que même à l'aune de ce standard, la preuve du procureur n'était pas suffisante.
Le juge président, est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient appliqué le critère prima facie? Si, Monsieur le Président. Non, ils n'ont pas dit explicitement qu'ils appliquaient un test prima facie. Pour nous, la question du label théorique à donner passe au second plan. Il faut regarder concrètement ce que les juges ont fait. Et clairement, ce que les juges ont fait, c'est prendre la preuve à son plus haut, au sens où vous, Monsieur le juge président, l'avez défini dans l'affaire Routot, c'est-à-dire prendre la preuve à son plus haut, ça ne veut pas dire la prendre pour argent comptant, c'est-à-dire la prendre dans son ensemble, la preuve avec ses forces et ses faiblesses, comme vous l'avez défini dans votre opinion séparée dans l'affaire Routot, mais sans rentrer dans une analyse détaillée de tous les éléments de preuve qui dépasseraient le cadre du prima facie. Donc c'est en ce sens que je dis que les tests sont équivalents en pratique, même si les juges n'ont pas explicitement dit qu'ils appliquaient un test prima facie. Le juge président. Oui, mais ils ont quand même abordé les détails de l'évaluation de leurs éléments de preuve. Ils l'ont fait de façon assez détaillée. Ils ont expliqué leur compréhension de la preuve du procureur. La question du détail est relative parce que, encore une fois, si vous prenez tant l'opinion du juge Anderson que l'opinion du juge Tarfusser, ils ont expliqué qu'ils auraient pu aller encore plus dans le détail, notamment sur l'évaluation de l'authenticité, la crédibilité de la preuve. Donc, ils n'ont pas... Le président, mais combien de pages est-ce qu'ils ont écrit pour expliquer justement leur jugement? Est-ce qu'on aurait dû s'attendre à voir un plus grand nombre de pages? Là, dans un contexte de tribunaux internationaux. Alors évidemment, le jugement paraît long et le juge Anderson, endossé par le juge Tarfusser, a expliqué dans son introduction que la taille du jugement avait une valeur pédagogique et qu'il était important pour l'information du public d'expliquer, de motiver leur compréhension de la preuve. C'est une affaire complexe, comme le procureur l'a rappelé, avec des milliers de documents, sans témoins. Donc il y a une taille incompressible, évidemment, pour un jugement. Et pour répondre simplement à votre question, si les juges devaient s'exprimer sur l'admissibilité de chaque élément de preuve, il faudra constater que le jugement aurait pu être plus long, un jugement à un standard plus élevé. Et encore une fois, comme le juge Anderson, endossé par le juge Tarfusser, l'a indiqué dans les motifs, s'il s'était exprimé sur l'admissibilité de toute la preuve par oui-dire anonyme, par exemple, il aurait été obligé de l'exclure, ce qui aurait allongé le jugement probablement d'expliquer pourquoi il l'exclut. Mais... Le président, d'accord, très bien. Merci, nous avons compris. Maître Knops. Maître Knops. Merci. Merci, Monsieur le juge Morrison, de nous avoir posé cette question au sujet de la procédure. Et justement, c'est exactement ce qu'a fait la majorité. Et pour répondre directement à votre question fort bien posée, il n'y a absolument rien d'erroné du point de vue de la procédure ou du point de vue des normes sur la façon dont les juges se sont acquittés de leurs responsabilités. Alors, on parle d'une évaluation prima facie. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais ce n'est pas possible dans un contexte tel que le nôtre, par opposition à un tribunal national. Alors, les juges étaient dans ce qu'on appelle le régime de présentation des éléments de preuve. Des questions ont été posées aux témoins en fonction d'un mode de questionnement qui était différent de celui des autres chambres de première instance. Donc, on peut
comprendre pourquoi ils ont expliqué par le menu pourquoi il n'y avait pas d'évaluation prima facie. Si vous prenez le paragraphe 17 de l'opinion du juge Anderson et le paragraphe 2 et 14 de l'opinion du juge Tarfusser, vous pouvez déduire très facilement à la lecture de ces paragraphes qu'il s'agissait d'une évaluation prima facie qu'ils ont fait, indépendamment de la façon dont on qualifiera le critère du point de vue juridique. Donc, pour répondre à la question posée par Monsieur le juge Morrison, non, il n'y a pas eu de problème. Le président, je vous remercie. J'aimerais maintenant inviter mes collègues qui se trouvent hors du prétoire à prendre la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur le juge Hofmanski, avez-vous une question? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question à la procureure, car la procureure nous dit que la Chambre de première instance n'a pas identifié la norme de la preuve applicable. Est-ce que cela a été nécessaire? Est-ce que l'on pourrait accepter la supposition suivant laquelle la norme de la preuve pour une procédure telle que celle-ci est déterminée par la nature même du concept juridique? Car il me semble assez évident que pour tout le monde, si l'on prend une décision et si l'on acquitte l'accusé à mi-parcours suite à cette requête présentée par la défense, cela est seulement possible au vu des éléments de preuve présentés par l'accusation. Il serait impossible à la Chambre de déterminer au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité d'un accusé, même lorsque la défense ne présente pas ce type de requête. Donc, il y a en fait deux suppositions fondamentales qui doivent être faites ici. La première, c'est que le procureur a déjà terminé sa présentation des moyens à charge et qu'il ne va plus fournir d'autres éléments de preuve. Et puis, deuxièmement, la défense ne le fera pas. Et d'ailleurs, c'est son droit. Alors, si vous avez ces suppositions, est-ce que nous pouvons supposer que la norme de la preuve pour ce type de procédure peut être comprise de telle façon à ce que cela ne pourra jamais être respecté, quelles que soient les circonstances d'ailleurs? Merci. Merci, Monsieur le juge Hofmanski. J'aimerais faire 3 remarques. Bon, nous avons besoin d'une norme, d'une loupe pour examiner. Et comme de la même manière que vous auriez besoin d'une norme de la charge de la preuve pour condamner à la fin du procès, vous avez besoin également d'une norme pour la procédure en insuffisance de moyens à charge. De la même manière que vous avez besoin d'une norme au moment de la confirmation des charges avant le procès. Alors, la majorité dans cette affaire a pris certaines décisions, mais sans disposer de cette loupe, justement. Bon, sans savoir si la cause de l'accusation était forte ou faible. Et c'est un préjudice pour nous. Dans ce contexte, et j'aimerais revenir à ce que le juge Morrison a dit, dans ce contexte, nous devrions nous en tenir au niveau simple, au niveau prima facie, et de ne pas se pencher sur une question de faiblesse ou de force de la cause. Par exemple, si le procès devait se poursuivre, bien entendu, cela préjugerait pour la Chambre, mais si le procès était interrompu, on aurait ces préjugés à l'égard de la qualité de la preuve au compte-rendu, donc ça resterait dans les dossiers, si je puis dire, et ce serait inéquitable. Autre question, est-ce que la norme est nécessaire à ce stade? C'était particulièrement nécessaire dans cette affaire parce que
Nous ne savons pas quelles normes les juges Anderson et les juges Tarfusser ont utilisées de manière conjointe ou séparée. Donc, nous disons c'est absolument nécessaire de disposer de cette norme. Quel est le point de vue commun? Quelle est la norme, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, sur quelle base, fondamentalement, est-ce que les juges se sont appuyés pour prendre leurs décisions? Le président. Corrigez-moi si je me trompe, mais nous ne sommes pas en temps réel, donc ça n'est pas toujours facile de suivre, mais l'évaluation, cette norme faite sur la base d'au-delà de tout doute raisonnable. Vous dites que cela a porté préjudice à l'accusation dans cette affaire. Est-ce que c'est bien cela que vous dites et pourquoi est-ce que vous le dites? Réponse. Je faisais des commentaires sur la solidité de l'affaire, du dossier. C'est cela que je disais. Le président, oui, la solidité de l'affaire. Vous dites que cela a porté préjudice à l'accusation à ce stade. Pour quelle raison? Réponse. Eh bien, pour deux raisons. D'abord, parce que ce jugement ou cette évaluation a été faite sans que la majorité des juges n'ait utilisé la même norme. Donc, je l'ai dit précédemment, on a mis la charrue avant les bœufs. Donc, ça n'a pas été examiné de manière correcte. Deuxièmement, vous devez rejeter cet appel parce que même si vous le faisiez, d'ailleurs, cette évaluation demeurerait dans le dossier. On continuerait de le voir. Le président. J'ai une question à la suite de ce qui a été dit par Mme Brady et M. Gallmatzer. Oh, vous avez fait cette analogie avec le football, je crois que c'était Mme Brady. Donc, ce raisonnement orienté uniquement vers le résultat, est-ce que cela ne préjuge pas du fait que les juges, tout au long de la procédure, pendant tout le procès, n'avaient pas le droit de faire une évaluation ou réévaluation de l'affaire à mesure que celle-ci avançait? Est-ce que les juges n'ont pas le droit de faire cela au cours d'un procès? Si c'est bien un droit qu'ils ont, qu'en est-il de l'argument selon lequel leur raisonnement a été quelque chose auquel ils sont arrivés après avoir pris la décision de l'acquittement? Madame Brady, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je pense que c'est à moi de répondre à cette question pour notre équipe. Bien entendu, à mesure que le procès avance, les juges entendent constamment des éléments de preuve. Ils voient ces éléments de preuve se développer devant leurs yeux à mesure que ceux-ci sont présentés. Et évidemment, ils procèdent à une évaluation, si je puis dire. Cependant, ce qui est nécessaire, article 74, c'est un exercice de raisonnement sur tous les éléments de preuve de manière à en tirer les faits et les conclusions. Lorsque j'ai dit, par exemple, que cette chambre était une chambre qui avait un régime de soumission. Bon, nous connaissons que quelle que soit la façon dont on présente les éléments de preuve, de toute façon, c'est valable devant cette cour. Disons que pendant tout ce processus, si vous êtes une chambre qui a ce régime de présentation des éléments de preuve,
Donc, vous utilisez cette aune pour voir la pertinence, la provenance, la valeur, l'authenticité, etc. de ces éléments de preuve. Le président, est-ce que ça n'est pas un argument spéculatif, Madame Brady? Les juges reçoivent des éléments de preuve qu'ils n'auraient pas examinés à mesure que le procès se déroule? Madame Brady, non, non. Je ne le dirais pas. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas du tout regardé ces éléments de preuve. Je dirais qu'il y a une certaine différence entre un juge ou une chambre qui a pris une décision finale sur ces sujets et une chambre qui n'a pas réfléchi à cette question. Dans cette affaire, la Chambre de première instance n'avait pas encore, ne s'était pas encore penchée sur ces éléments fondamentaux de la preuve. Et c'est particulièrement problématique, et le juge Anderson lui-même l'a reconnu dans ses motifs. Il a reconnu que cela lui posait problème. La raison pour laquelle c'est particulièrement difficile, c'est parce que ici il y a un volume tel d'éléments de preuve présentés par l'accusation, 4600 documents, je crois, une centaine de témoins, etc. J'ai déjà donné ces chiffres précédemment. Paragraphe 25, je vous renvoie au paragraphe 25 du juge dans ses motifs. Il a dit que tous ces éléments de preuve se fondaient en particulier sur leur pertinence. Dans les motifs par écrit, il a contourné ce problème. Bon, il a pris tous ces éléments de preuve et il les a évalués sur la base de la norme en insuffisance de moyens à charge. Mais lors de la décision qui a été prise en janvier, cet exercice n'avait pas encore été effectué par les juges. Ils n'avaient pas encore fait cela. Ils n'avaient pas encore examiné la recevabilité de tous ces éléments de preuve. Ils n'avaient pas encore pris ces facteurs en considération. Donc, ça n'avait pas encore été fait. Alors, notre question, et c'est un facteur pertinent, à la lumière du volume. Oui, je comprends. Je comprends. Ils ont été dans cette salle d'audience pendant 2 ans pendant que l'accusation présentait sa cause. C'est bien clair. Mais étant donné le volume de ces éléments de preuve, le temps qui s'est écoulé pour arriver jusqu'à l'acquittement de janvier, comment est-ce que les juges, et c'est la question que nous posons, comment est-ce que les juges ont pu procéder à cet exercice de raisonnement nécessaire au titre de l'article 74.5, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore examiné la pertinence de ces éléments de preuve. C'est pourquoi le juge Anderson, dans ses motifs, a écrit toutes ces pages, et il le dit, c'est pourquoi la décision a été si longue. Et voilà pourquoi nous disons que cette décision va dans une direction, nous oriente dans une direction. Et je le dis avec tout le respect que je dois à la Chambre. Bon, c'est un raisonnement qui a été prononcé 6 mois après. Et il apparaît comme étant plutôt une tentative de justifier le verdict plutôt qu'une articulation du raisonnement qui aurait conduit au verdict qui a été prononcé en janvier. En d'autres termes, il est raisonnable d'arriver à la conclusion que les raisons délivrées par écrit 6 mois après l'annonce de la décision n'ont pas reflété le raisonnement en ce qui concerne la base pour délivrer ces acquittements. Le président, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il serait possible que pour arriver à une conviction à la mesure que le procès se déroule? Bon,
nous avons d'un côté les dépositions des témoins et puis d'autre part le raisonnement qui va se développer pour expliquer la manière dont on est arrivé à cette décision. Ça pourrait être deux choses différentes, non? Plutôt que d'avoir simplement cette impression ou de présenter les choses comme vous venez de le faire, Madame Brady. C'est là le problème, justement. Vous venez de mettre le doigt dessus. C'est le problème de ce raisonnement. C'est pourquoi dans beaucoup de pays, cette ex post facto, les raisons fournies après coup, le président, non, 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 je ne crois pas que nous sommes sur la même voie là. Donc, le raisonnement, vous arrivez à une conclusion et puis ensuite, vous revenez en arrière pour justifier cette conclusion. C'est ce que vous dites. Moi, je pose la question suivante. Est-ce qu'on n'aurait pas pu arriver à cette conclusion déjà dès le début en évaluant, réévaluant donc en disant, bon, j'ai examiné cette affaire, j'ai suivi cette affaire tout au long. Alors, pendant tous les mois, tous les jours, pendant les années pendant lesquelles j'ai assisté à ce procès, bon, j'ai eu cette impression, je suis arrivée à cette conclusion. Et puis, cette conclusion, je la développe par écrit. Est-ce que... bon, c'est peut-être cela qui s'est passé. Madame Brady, non, ça ne serait pas un raisonnement. Ce serait un juge qui fait une évaluation et qui arrive à une conclusion à la fin. Bon, ça peut être le cas pour des petites affaires au niveau national où vous avez un ou deux témoins. Alors effectivement, le juge peut arriver à une perception, à une impression. Alors qu'ici, nous sommes devant une affaire très compliquée avec énormément d'éléments de preuve. Et je comprends ce que vous dites. Effectivement, les juges ont fait une évaluation, ils ont vécu en quelque sorte avec le procès. Néanmoins, une décision doit être logique. Elle doit procéder à des déductions. Il faut qu'il y ait un processus de raisonnement. Il faut dire, voilà, article 74.5, il faut baser le raisonnement sur quelque chose. Ça n'est pas une réaction intuitive comme ça, une réaction à fleur de peau. Il y a un autre objectif à cette décision. Il ne s'agit pas simplement du point de vue des juges, tout aussi important est la transparence, le fait qu'on puisse se fier à cette décision, le fait que les juges doivent rendre des comptes au public et tout cela doit être fait par le biais du raisonnement. On ne peut pas arriver, bon voilà, je suis le procès et voilà, c'est l'impression que j'ai, c'est la conclusion que je tire. Judge Wald l'a dit, par exemple, on a fait référence à plusieurs commentaires de juges. Bon, vous pensez que vous allez dans une direction lorsque vous suivez un procès et puis vous examinez les choses pièce après pièce. En tant que juge, bien entendu, vous connaissez très bien ce processus. Et puis, finalement, vous arrivez à la conclusion, bon, finalement, ça n'est pas ce que je pensais. Et vous pouvez changer d'avis en ce qui concerne cette évaluation intuitive. Je ne dis pas que l'évaluation au fur et à mesure ne joue pas un certain rôle, bien entendu, bien entendu. On ne peut pas s'asseoir ici tabula rasa. Le président, mais alors, qu'est-ce que cela a comme influence sur le procès? Est-ce que ça n'est pas de la manière dont les procès se déroulent? Oui, les jurés, effectivement, peuvent être utilisés pour des affaires plus ou moins compliquées, pour des affaires plus ou moins longues. Je pense que dans de nombreuses affaires, en tout cas dans ma juridiction, lorsqu'il s'agit d'affaires extrêmement complexes, là, on peut choisir seulement un juge lorsqu'il s'agit d'affaires extrêmement complexes. Mais
le système avec les jurés est un bon système pour les personnes, pour les systèmes qui utilisent, dans le cas où ces systèmes sont utilisés. Nous ne l'avons pas ici, mais comme dit Madame la juge Ibanez, il faut suivre les principes de l'égalité. Cela est très, très, très clair dans le statut et je reviens à l'article 74. Le Président, je vous remercie. Je pense que nous allons nous en tenir là. Nous allons faire notre première pause et lorsque nous reviendrons de la pause, nous donnerons la parole aux différents orateurs. Alors, oui, je vois que Madame la juge Bossa, ceci étant dit, souhaite poser une question. Donc, lorsque nous reviendrons, nous entendrons la question de Madame la juge Bossa et ensuite nous reprendrons les interventions des différents orateurs. Merci. Veuillez vous lever.